Début mars 1943. Port Moresby, Papouasie-Nouvelle-Guinée. La clé glissa des mains tachées d'huile du capitaine Paul Irvine, Papy Gunn, tandis qu'il fixait le bombardier modifié devant lui. À l'intérieur de cet appareil se trouvait quelque chose qui n'aurait pas dû exister, quelque chose qui violait tous les règlements du manuel de l'US Army Air Force, quelque chose que son commandant n'avait pas officiellement autorisé. 8 mitrailleuses de calibre 50 pointant vers l'avant remplaçaient le nez vitré du bombardier. Le B-25 Mitchell, conçu pour le bombardement de précision en altitude, avait été transformé en quelque chose de totalement différent. Un tueur de navires, un destructeur de commerce, une expérience illégale qui allait soit sauver le théâtre du Pacifique, soit valoir à Gunn une cour martiale. Ce que ni Gunn ni personne d'autre ne savait, c'est que cette modification non autorisée, née du désespoir et de la fureur personnelle, allait déclencher la défaite la plus dévastatrice que la marine japonaise subirait dans toute la campagne du Pacifique. Les mathématiques de la victoire alliée dans le Pacifique Sud-Ouest s'écrivaient non pas dans les plans de bataille approuvés par Washington, mais dans les ateliers de soudure et les hangars de maintenance par un franc-tireur de 43 ans qui menait sa propre guerre privée. Le voyage vers ce moment avait commencé 2 ans plus tôt, le 8 décembre 1941, heure de Manille. Paul Irvine Gunn, que personne n'appelait encore Papy, se tenait à Nichols Field, regardant les bombardiers japonais détruire méthodiquement les forces aériennes américaines aux Philippines. Comme directeur de la naissante Philippine Airlines, il avait 4 appareils civils Beechcraft 18 sous son commandement. En quelques heures, le major général Lewis Brereton réquisitionna ses avions et commissionna Gunn comme capitaine dans l'Air Force. Ce qui aurait dû être un bref service en temps de guerre devint une odyssée de 3 ans d'innovation, de vengeance et de révolution technologique. Gunn avait 42 ans, un ancien maître de la marine qui avait servi 20 ans comme aviateur naval avant de prendre sa retraite en décembre 1939. Il avait appris à voler dans les années 1920, avait servi avec l'escadron de chasse légendaire Top Hatters et avait été instructeur à la base aéronavale de Pensacola. Il connaissait les avions de fond en comble, non pas par les manuels, mais par 2 décennies à travailler dessus, les piloter et occasionnellement les cracher. Mais ce matin de décembre, l'expertise technique ne signifiait rien. Gunn avait un problème plus immédiat. Sa femme, Clara Louise, Polly, pour tous ceux qui la connaissaient, et leurs 4 enfants étaient à Manille, alors que les forces japonaises refermaient leur étau. Ses 2 fils, Paul Junior et Nathan, étaient adolescents. Ses filles, Connie et Julie, étaient plus jeunes. La famille vivait à Manille, tandis que Gunn dirigeait la compagnie aérienne, une existence d'expatrié confortable qui s'était évaporée du jour au lendemain. Dans les semaines chaotiques qui suivirent, Gunn vola des missions de reconnaissance et de transport à travers les défenses philippines en décomposition. Il évita les chasseurs japonais, survécut à être abattu au-dessus de la jungle, marcha jusqu'à la sécurité et remonta immédiatement dans un autre appareil. Lors d'une mission, il gagna une Distinguished Flying Cross en pilotant un transport non armé vers Bataan pour livrer des fournitures médicales aux troupes américaines assiégées, naviguant à travers l'espace aérien contrôlé par les Japonais avec rien d'autre que du talent et de l'audace. Mais il ne pouvait pas atteindre sa famille. La veille de Noël 1941, Gunn reçut l'ordre d'évacuer le personnel clé vers l'Australie. Il retira toute sa solde militaire, emprunta autant d'argent qu'il put à ses collègues officiers et se prépara à emmener sa famille en sécurité. Mais l'avance japonaise était trop rapide. Sa famille ne put pas atteindre l'aérodrome à temps. Gunn dut choisir entre les abandonner ou désobéir aux ordres. Il vola vers l'Australie parce que les ordres étaient les ordres, parce que la guerre était plus grande qu'une famille, parce que rester signifiait la mort ou la capture. En quelques semaines, le 20 janvier 1942, Polly et les enfants étaient raflés par les forces japonaises et emmenés à l'université de Santo Tomas, convertis en camp d'internement pour civils d'ennemis. Quelque chose se brisa en Gunn quand il apprit cette nouvelle. L'homme qui continuait à combattre n'était pas la même personne qui avait quitté Manille. Il avait laissé derrière lui sa femme et 4 enfants entre les mains d'un ennemi connu pour sa brutalité. Chaque jour où il restait dans ce camp était un jour où Gunn ne pouvait pas les protéger. La seule chose qu'il pouvait faire était de terminer la guerre plus vite. S'il ne pouvait pas sauver sa famille directement, il pouvait détruire chaque navire, chaque avion, chaque ligne de ravitaillement qui maintenait les forces japonaises aux Philippines.
Ce n'était pas la politique officielle, c'était de la vengeance déguisée en innovation. Quand le major général George C. Kenney arriva à Brisbane fin juillet 1942 pour prendre le commandement de l'Air Force alliée dans la zone du Pacifique Sud-Ouest, il trouva un désastre. Son prédécesseur avait été relevé. Le moral était terrible, l'équipement était inadéquat, les Japonais contrôlaient les airs au-dessus de la Nouvelle-Guinée et menaçaient l'Australie elle-même. Le général Douglas MacArthur, commandant du théâtre, n'avait aucune confiance dans ses forces aériennes et rendait cette opinion abondamment claire. Kenney avait 53 ans, un as de la chasse de la Première Guerre mondiale avec 2 victoires confirmées et une Silver Star. Il avait enseigné à l'Air Force Tactical School et était connu pour sa pensée non conventionnelle. Quand MacArthur lui fit une heure de lecture sur les défauts de la puissance aérienne alliée, Kenney écouta poliment, puis demanda une chose: l'autorité de renvoyer chez eux tous ceux qu'il considérait comme du bois mort. MacArthur, surpris par la demande, accepta. En quelques semaines, Kenney avait remanié sa structure de commandement, amenant de jeunes officiers agressifs et créant un quartier général avancé en Nouvelle-Guinée. Pour accélérer les décisions, il nomma le brigadier général Ennis Whitehead comme commandant avancé, lui donnant l'autorité de changer les affectations d'appareils basées sur la météo et les conditions tactiques plutôt que d'attendre les ordres de Brisbane. Mais les changements de personnel ne signifiaient rien sans armes efficaces. Le bombardement allié de moyenne et haute altitude s'avérait catastrophiquement inefficace contre les navires japonais. Le bombardement en altitude donnait aux navires le temps de manœuvrer. Les B-17 Flying Fortress touchaient moins de 1% de leur cible. Les convois japonais ravitaillaient leur garnison en Nouvelle-Guinée en toute impunité. Les forces terrestres alliées mouraient dans la jungle, tandis que des troupes japonaises fraîches débarquèrent de navires que les bombardiers ne pouvaient couler. Kenney réfléchissait à ce problème depuis 1928, quand il était instructeur à l'école tactique. Il avait théorisé sur le skip bombing, larguer des bombes à très basse altitude pour qu'elles ricochent sur l'eau comme des cailloux sur un étang, frappant les côtés des navires sous la ligne de flottaison où le blindage était le plus faible. Le concept était solide. L'exécution s'avérait difficile. Les B-17 manquaient d'armement vers l'avant. Arriver à hauteur de mât signifiait voler à travers un feu anti-aérien dévastateur sans rien pour supprimer les artilleurs. Puis Kenney découvrit Paul Gunn et tout changea. En août 1942, Kenney apprit que quelqu'un dans le 3e groupe d'attaque modifiait des bombardiers légers A-20 Hawk sans autorisation. Les modifications étaient rudimentaires mais efficaces. Quelqu'un avait retiré le bombardier du nez transparent et installé 4 mitrailleuses de calibre .50 à sa place, toutes tirant vers l'avant. L'idée était de mitrailler les positions japonaises à très basse altitude, supprimant le feu au sol avant de larguer les bombes. Kenney enquêta et trouva le capitaine Paul Gunn travaillant essentiellement seul, récupérant des armes sur des chasseurs crachés et les montant sur des avions d'attaque. Gunn s'était enseigné lui-même la modification d'avions par essai et erreur. Il n'avait pas de diplôme d'ingénieur formel, mais il comprenait les structures d'avions, la distribution du poids et les systèmes d'armement grâce à 2 décennies d'expérience pratique. La plupart des officiers auraient traduit Gunn en cours martial pour avoir modifié des avions militaires sans autorisation. Kenney l'affecta immédiatement à son état-major personnel comme officier des projets de spéciaux et lui donna une mission impossible: modifier tous les A-20 du théâtre pour l'attaque à basse altitude et le faire immédiatement. Gunn travailla 18 heures par jour. Il récupéra des armes sur des avions crachés, fabriqua des supports de montage dans des ateliers de fortune et testa personnellement chaque modification. Il ajouta 4 mitrailleuses de calibre .50 au nez de chaque A-20, monta des mitrailleuses supplémentaires le long du fuselage et installa des supports pour bombes à fragmentation à parachute. Les A-20 modifiés entrèrent en combat en septembre 1942, frappant un aérodrome japonais à Buna. Les résultats dépassèrent toutes les attentes. Les A-20 mitrailleurs arrivèrent au niveau de la cime des arbres, les canons flamboyants, supprimant les positions antiaériennes avant de larguer leurs bombes. Les défenseurs japonais, habitués aux bombardiers en altitude qu'ils pouvaient voir venir pendant des minutes, n'avaient pas le temps de réagir. L'attaque détruisit des douzaines d'avions au sol et démontra que le mitraillage à basse altitude pouvait révolutionner la guerre aérienne.
Kenney ordonna immédiatement à Gunn de commencer à travailler sur une modification similaire pour les bombardiers moyens B-25 Mitchell. Le B-25 était plus gros que l'A-20, avait un plus long rayon d'action, transportait plus de bombes et pouvait monter plus d'armes tirant vers l'avant. Si Gunn pouvait transformer le Mitchell en canonnière volante, il deviendrait l'arme anti-navire la plus efficace du théâtre. Le B-25 Mitchell avait été conçu en 1939 comme bombardier de niveau à moyenne altitude. C'était un bimoteur avec une envergure de 20,6 mètres, propulsé par deux moteurs radio, Wright Air 2600, produisant 1700 chevaux chacun. L'armement normal consistait en 6 mitrailleuses de calibre 50 pour la défense et 1360 kg de bombes. Il transportait un équipage de 5 personnes, pilotes, copilotes, bombardiers, opérateurs radio et mitrailleurs. L'appareil était nommé d'après le général Billy Mitchell, l'avocat controversé de la puissance aérienne, qui avait été traduit en cour martiale en 1925 pour ses opinions franches. Environ 9890 B-25 seraient finalement construits dans 2 usines de North American Aviation, une à Englewood, Californie, et une autre à Kansas City, Kansas. Le B-25 avait gagné la renommée en avril 1942 quand le lieutenant-colonel James Doolittle mena 16 B-25B dans un raid audacieux contre Tokyo, décollant du porte-avions USS Hornet. Le raid fit des dégâts physiques minimes, mais fournit un énorme coup de morale aux Américains encore sous le choc de Pearl Harbor. Plus important encore, il força le Japon à garder des avions de chasse pour défendre le territoire métropolitain plutôt que de les envoyer sur les lignes de front. Mais le rôle principal du B-25 restait le bombardement à moyenne altitude, une mission où il s'avérait inefficace contre les navires. Gunn regarda le B-25 et vit un potentiel que personne d'autre ne reconnaissait. La section de nez de l'appareil était assez grande pour monter de multiples mitrailleuses lourdes. La conception bimoteur fournissait de la redondance. Perdre un moteur ne condamnait pas l'appareil. La construction robuste pouvait absorber les dégâts. Plus important encore, le Mitchell avait assez d'autonomie pour atteindre les voies de navigation japonaises que l'A-20 à plus courte portée ne pouvait pas. Fin 1942, Gunn commença à modifier des B-25 dans un hangar de maintenance à Townsville, Australie. Il travaillait avec le capitaine Jack Fox, le représentant technique de North American Aviation, dans le théâtre Fox, était supposé s'assurer que les modifications d'appareils suivaient les spécifications d'usine. Au lieu de cela, il devint le complice de Gunn dans ce qui deviendrait le programme de modification d'appareils non autorisé le plus réussi de la guerre. Le premier défi fut de retirer le bombardier et sa section de nez vitrée. Cela économisa du poids et élimina une position vulnérable qui était inutile pour l'attaque à basse altitude. Gunn remplaça le nez transparent par un nez métallique solide abritant 4 mitrailleuses M2 Browning de calibre .50, toutes tirant vers l'avant et opérées par le pilote. Chaque arme avait 500 cartouches. La cadence de tir était d'environ 850 coups par minute par arme, signifiant que le pilote pouvait déchaîner une tempête de plomb qui déchiquetterait n'importe quelle cible en secondes. Mais 4 canons n'étaient pas assez pour Gunn. Il ajouta 2 mitrailleuses de calibre .50 supplémentaires dans des blisters sur les côtés du fuselage, avant juste en dessous et derrière le cockpit. Ces package guns s'étendaient légèrement au-delà de l'arc de l'hélice, leur permettant de tirer sans que les balles ne passent à travers le disque de l'hélice. Elles étaient fixes, tirant vers l'avant, ajoutant à la puissance de feu du pilote. Puis, Gunn prit une décision radicale. Le B-25 avait une tourelle dorsale avec des jumelles de calibre 50 montées derrière le cockpit. Cette tourelle pouvait pivoter pour se défendre contre les attaques du dessus et de derrière. Gunn verrouilla la tourelle en position de tir vers l'avant, ajoutant 2 autres canons au contrôle du pilote. Le copilote pouvait maintenant opérer ses canons en utilisant un viseur dans le cockpit où le pilote pouvait tirer toutes les armes simultanément en utilisant une détente maîtresse. Maintenant, le B-25 modifié avait 8 mitrailleuses de calibre .50 tirant vers l'avant, délivrant environ 82 kg de projectiles par minute. Pour comparaison, un seul chasseur P-51 Mustang transportait 6 mitrailleuses de calibre .50. Le B-25 modifié avait la puissance de feu vers l'avant de plus d'un avion de chasse concentré dans une plateforme qui transportait aussi 900 kg de bombes.
Les modifications créèrent des défis d'ingénierie significatifs. Ajouter du poisonné déplaça le centre de gravité de l'appareil vers l'avant, le rendant lourd du nez et difficile à contrôler. Gunn compensa en repositionnant l'équipement à l'arrière et en lestérant la section de queue. L'énorme recul de 8 canons tirant simultanément créa des contraintes structurelles. Gunn renforça la section de nez avec des supports supplémentaires. Les canons générèrent une chaleur et une fumée très douce. Gunn ajouta des systèmes de ventilation et déplaça le stockage des munitions pour réduire le risque d'incendie. Plus crucialement, Gunn dut résoudre le problème de l'harmonisation des canons. Les 8 canons devaient converger leur feu à un point spécifique devant l'appareil, typiquement entre 180 et 370 mètres. Si les canons n'étaient pas correctement alignés, les balles arroseraient partout sauf la cible. Gunn développa une procédure de test au sol, utilisant des cibles placées à distance mesurée, ajustant chaque support de canon jusqu'à ce que les 8 armes convergent précisément. Il testa personnellement le tir des canons, faisant des ajustements minutieux, refusant de certifier tout appareil jusqu'à ce qu'il réponde à ses standards. Le processus de modification complet prenait environ 2 semaines par appareil, en travaillant 24 heures sur 24. Gunn forma des équipes de maintenance pour effectuer le travail, établissant des techniques de ligne de production. En décembre 1942, il avait modifié assez de B-25 pour équiper le 91e squadron de bombardement. L'escadron avait besoin d'un commandant qui comprenait l'attaque à basse altitude et n'avait pas peur de violer la doctrine de bombardement conventionnelle. Kenney sélectionna le major Ed Larner, un pilote qui était passé de premier lieutenant à major en juste quelques semaines. Grâce à son leadership agressif au combat, Larner avait démontré une compétence exceptionnelle dans les missions à basse altitude et avait gagné la confiance de Kenney. Larner et Gunn développèrent les tactiques qui transformeraient la guerre navale. Les B-25 modifiés approcheraient les navires japonais à très basse altitude, parfois aussi bas que 15 mètres au-dessus de l'eau, volant à vitesse maximale d'environ 480 km/h. À cette altitude et vitesse, ils étaient presque impossibles à suivre pour les artilleurs de navires. La vitesse de fermeture était trop rapide pour le viseur manuel, et les appareils étaient déjà partis avant que les artilleurs puissent ajuster. Alors que les B-25 approchaient, les pilotes ouvriraient le feu avec les 8 canons avant à une portée d'environ 900 mètres, marchant le feu vers le navire cible. Le flux de balles de calibre .50 balayerait les ponts, tuant ou supprimant les artilleurs anti-aériens, détruisant les positions de canon, déchiquetant les superstructures et créant le chaos. Le but n'était pas de couler le navire avec les tirs, bien que les dégâts puissent être substantiels. Le but était de réduire au silence les défenses du navire et de créer la terreur parmi l'équipage. Puis vinrent les bombes, à une portée d'environ 180 à 370 mètres, volant à l'altitude minimale de sécurité. Le pilote larguerait une bombe avec une fusée à retardement de 4 à 5 secondes. La bombe quitterait l'appareil, voyageant à 480 km/h, frapperait l'eau et ricocherait sur la surface. La bombe rebondirait une fois, peut-être 2 fois, puis s'écraserait contre le côté du navire à ou sous la ligne de flottaison. La fusée à retardement assurait que la bombe n'explosait pas à l'impact. Au lieu de cela, elle pénétrerait la coque, coulerait légèrement sous la surface, puis détonnerait. L'explosion se produisait dans la partie la plus vulnérable du navire, sous la ceinture de blindage, où les coques étaient les plus fines. L'explosion était amplifiée par l'incompressibilité de l'eau qui transmettait les ondes de choc avec une efficacité dévastatrice. Une seule bombe explosant sous la ligne de flottaison pouvait briser la quille d'un navire, rompre les réservoirs de carburant, inonder les salles des machines et causer une défaillance structurelle catastrophique. Au moment où la bombe détonnait, le B-25 était déjà passé derrière la cible, montant rapidement pour éviter l'explosion et les explosions secondaires. L'attaque entière, des premiers coups de feu au largage de bombes, prenait environ 10 secondes. Le skip bombing n'était pas entièrement nouveau. Les Britanniques avaient expérimenté avec la technique. Certains pilotes américains l'avaient essayé indépendamment, mais combiner le skip bombing avec une puissance de feu vers l'avant écrasante était l'innovation de Gunn. Le nez mitrailleur transformait le bombardier en sa propre escorte de chasse, supprimant les défenses avant de larguer les bombes. Cette combinaison s'avérerait dévastatrice. Pendant que Gunn modifiait les appareils, le renseignement allié surveillait les mouvements navals japonais.
Les interceptions Ultra, l'opération de décryptage qui avait cassé les codes navals japonais, fournissaient des informations détaillées sur les plans ennemis. La Fleet Radio Unit Melbourne, FRUMEL, lisait les messages japonais presque en temps réel. Fin février 1943, FRUMEL intercepta des messages indiquant qu'un convoi japonais majeur était assemblé à Rabaul sur l'île de Nouvelle-Bretagne. La destination du convoi était Lae sur la côte nord de Nouvelle-Guinée. La cargaison était des troupes et des fournitures pour les forces japonaises combattant les avancées alliées en Papouasie. Le renseignement était spécifique. 8 navires de transport porteraient environ 6900 soldats de la 51e division. 8 destroyers fourniraient l'escorte. Le convoi partirait de Rabaul à minuit le 28 février 1943 et arriverait à Lae environ 3 jours plus tard. C'était l'effort maximum du Japon pour renforcer la Nouvelle-Guinée. Si le convoi réussissait, les forces japonaises seraient significativement renforcées, potentiellement arrêtant les avancées alliées. Si le convoi échouait, le Japon perdrait des milliers de troupes expérimentées et ne tenterait probablement jamais un autre renfort majeur par mer. Le général Kenney vit une opportunité de tester ses appareils modifiés et ses nouvelles tactiques contre la cible la plus importante depuis Pearl Harbor. Il rassembla tous les appareils disponibles dans le théâtre pour une attaque coordonnée. La force de frappe inclurait des B-17 Flying Fortress, bombardants de moyenne altitude, des chasseurs Beaufighter de la Royal Australian Air Force, mitraillant à basse altitude, des chasseurs P-38 Lightning fournissant la couverture aérienne et des B-25 mitrailleurs modifiés exécutant des attaques de skip bombing. Ce serait la plus grande opération aérienne coordonnée dans le Pacifique Sud-Ouest à ce jour. Kenney briefa personnellement les commandants d'escadron le 28 février. Les ordres étaient explicites. Trouver le convoi, attaquer sans merci, ne faire aucun quartier, couler chaque navire, ce n'était pas un raid, c'était l'annihilation. À minuit le 28 février 1943, le convoi japonais quitta Simpson Harbor à Rabaul. Le contre-amiral Masatomi Kimura commandait depuis le destroyer Shirayuki. Le convoi consistait en 8 transports de cargo. Kiyokawa Maru, Kembu Maru, Teiyo Maru, Nojima, Aiyo Maru, Taimei Maru, Shinai Maru et Oigawa Maru, 8 destroyers fournissaient l'escorte. Shirayuki, Asashio, Arashio, Tokitsukaze, Yukikaze, Uranami, Shikinami et Asagumo. Environ 100 chasseurs 0 japonais voleraient la couverture aérienne pendant le voyage. Le convoi était la force la plus forte que le Japon avait assemblée pour une mission de ravitaillement. Kimura s'attendait à perdre des navires. Chaque convoi précédent vers la Nouvelle-Guinée avait subi des pertes, mais les commandants japonais croyaient que suffisamment de navires survivraient pour livrer les troupes. Ils avaient tort. Le convoi fut repéré cet après-midi par un B-24 Liberator en patrouille. L'équipage radio la position, le cap et la composition. Le commandement de Kenney lança immédiatement des appareils de reconnaissance pour suivre le convoi. La météo favorisa les Japonais initialement. 2 tempêtes tropicales traversèrent la zone, fournissant une couverture nuageuse et réduisant la visibilité. Les appareils alliés maintinrent le contact, mais ne purent pas attaquer efficacement à travers les tempêtes. Le convoi fit de bons progrès, se déplaçant à 7 nœuds, environ 13 km par heure. La vitesse lente était dictée par les transports lourdement chargés. Les destroyers auraient pu faire 20 nœuds ou plus, mais ils devaient correspondre au rythme du convoi. À la nuit tombée le 1er mars, les Japonais avaient couvert environ 145 km. Ils étaient à peu près à mi-chemin de Lae. La météo se détériorait, ce que Kimura accueillit favorablement. Le mauvais temps signifiait moins d'appareils alliés, mais les tempêtes signifiaient aussi des mers agitées qui martelaient les transports. Les troupes, sous les ponts, souffrirent terriblement du mal de mer dans les cales bondées. Le matin du 2 mars 1943, la météo s'améliora légèrement. Les appareils de reconnaissance alliés reprirent le contact visuel. À environ 10 heures du matin, 29 B-17 Flying Fortress attaquèrent depuis 1500 mètres. Le bombardement en haute altitude était prévisiblement inefficace. Les B-17 revendiquèrent des coups au but, mais les archives japonaises indiquent des dégâts minimes. Un transport put être légèrement endommagé. L'attaque servit un but. Elle força le convoi à altérer le cap à plusieurs reprises, ralentissant le progrès vers Lae.
Tout au long du 2 mars, des frappes supplémentaires de B-17 continuèrent. Les Flying Fortress larguèrent des douzaines de bombes de diverses altitudes, les navires manœuvrèrent frénétiquement et les chasseurs japonais engagèrent les bombardiers. Plusieurs B-17 furent endommagés. 3 chasseurs japonais furent abattus, mais aucun navire ne coula. Les attaques en altitude harcelaient le convoi, ne l'arrêtaient pas. Alors que la nuit tombait le 2 mars, Kenney savait que l'attaque critique viendrait le lendemain matin. Les B-25 modifiés étaient prêts. Le major Larner avait briefé ses pilotes à plusieurs reprises. Ils avaient répété le profil d'attaque sur un navire Wrecké le 28 février, utilisant des formations combinées de B-17, B-25, P-38 et Beaufighter. Chaque pilote comprenait la mission. La technique de skip bombing avait été pratiquée. Les canons mitrailleurs avaient été harmonisés. Les munitions avaient été chargées. Le point de non-retour approchait. À l'aube du 3 mars 1943, les conditions météorologiques étaient parfaites pour une attaque aérienne. Ciel clair, bonne visibilité, mer calme. Le contre-amiral Kimura dut sentir un frisson de prémonition. Son convoi était à environ 50 km de Lae, assez près pour que les canons anti-aériens basés à terre puissent fournir un certain soutien, mais toujours vulnérables à l'attaque aérienne. La force de frappe alliée s'assembla au cap Ward Hunt, sur la côte nord de Papouasie. Environ 90 appareils alliés convergèrent sur le convoi japonais, incluant des B-17 Flying Fortress, des B-25 mitrailleurs modifiés, des chasseurs Beaufighter de la Royal Australian Air Force et des chasseurs P-38 Lightning pour l'escorte. De multiples vagues attaqueraient de différentes directions tout au long de la journée. L'attaque commença à environ 10 heures du matin. Les B-17 frappèrent d'abord de moyenne altitude, détournant l'attention et forçant les navires à manœuvrer. Puis, les appareils de basse altitude arrivèrent. Les Beaufighter arrivèrent d'abord, mitraillant avec 4 canons de 20 mm et 6 mitrailleuses, supprimant le feu antiaérien. Les destroyers ouvrirent le feu avec tout ce qu'ils avaient, mais la vitesse de fermeture était trop rapide. Puis, les B-25 mitrailleurs modifiés arrivèrent et le massacre commença. Les B-25 mitrailleurs modifiés participèrent à de multiples vagues d'attaques tout au long de la matinée. Un pilote sélectionna le transport Kyokusei Maru comme cible et poussa le nez à 15 mètres au-dessus de l'eau. À 900 mètres, il ouvrit le feu. 8 mitrailleuses de calibre .50, 6800 coups par minute combinés, 82 kg de projectiles par minute, déchirèrent le transport. Les traceurs montrèrent tous les balles à lait. Le feu marcha de la proue vers la superstructure, déchiquetant tout. Les marins furent fauchés où ils se tenaient. Les canons anti-aériens furent soufflés. La passerelle se désintégra sous les impacts. Des fragments de métal volèrent partout. Puis il largua ses bombes. 2 bombes de 225 kg à usage général avec des fusées à retardement se détachèrent. Elles frappèrent l'eau à 180 mètres du navire, ricochèrent une fois et s'écrasèrent contre la coque juste sous la ligne de flottaison au milieu du navire. Le pilote tira vers le haut et vira. Derrière lui, les bombes détonèrent. 2 explosions sous-marines massives arrachèrent le fond du Kyokusei Maru. Le transport tangua violemment. L'eau se déversa dans la salle des machines et les cales. Le navire commença à s'enfoncer immédiatement, donnant de la bande à bâbord. Il coulerait en 15 minutes. D'autres B-25 modifiés suivirent dans des vagues successives. Chacun sélectionna une cible. Chacun exécuta le même profil d'attaque dévastateur, canons flamboyants, bombes ricochant, navires explosant. Le transport Kembu-Maru prit de multiples coups. Au moins 3 B-25 l'attaquèrent. Le feu combiné tua la plupart de l'équipage sur les ponts. 4 bombes frappèrent sous la ligne de flottaison. Le navire se brisa en 2 et coula en moins de 10 minutes. Teiyomaru fut si lourdement mitraillé que des incendies éclatèrent à travers la superstructure. 2 bombes ouvrirent la coque. Le transport coula avec près de 1000 troupes encore à bord. Nojima essaya de manœuvrer, mais était trop lent. Un B-25 mitrailleur le balaya de la poupe à la proue, puis mit 2 bombes dans la salle des machines. Le navire perdit de la puissance et commença à prendre l'eau. Il coulerait plus tard dans la journée. Les Beaufighter et les B-25 restants attaquèrent les destroyers. Le destroyer Shirayuki, navire amiral de l'amiral Kimura, fut touché par des tirs de mitrailleuses qui tuèrent presque tout le monde sur la passerelle, incluant Kimura qui fut blessé.
Une bombe frappa près de la poupe, déclenchant un incendie de magazine. Des explosions secondaires soufflèrent et la section de poupe, le destroyer, coula. Tokitsukaze prit des coups directs de bombes qui enflammèrent les réservoirs de carburant. Le destroyer devint un enfer flottant et coula dans l'heure. Arashio entra en collision avec le transport Nojima en manœuvrant et subit de lourds dégâts. Le destroyer fut abandonné et coula. Tout au long de l'attaque, les chasseurs zéro japonais essayèrent désespérément de protéger le convoi. Mais les P-38 Lightning les engagèrent à haute altitude, tandis que les B-25 opéraient à hauteur de mât, où les chasseurs ne pouvaient pas attaquer en sécurité sans toucher leurs propres navires. La coordination était parfaite. L'attaque dura environ 40 minutes. Quand les appareils alliés se retirèrent pour se réarmer et se ravitailler, la scène était apocalyptique. 4 transports coulaient ou étaient déjà coulés. 3 destroyers avaient disparu. Les navires restants étaient dispersés, certains endommagés, tous dans le chaos. Des centaines de soldats et marins japonais étaient dans l'eau. Des corps flottaient parmi l'épave. Des nappes de pétrole brûlaient. Cet après-midi, les appareils alliés revinrent pour des frappes supplémentaires. Les B-25 modifiés trouvèrent les navires survivants se traînant vers l'Aie. Les attaques furent méthodiques et impitoyables. Chaque navire fut ciblé individuellement. Les B-25 mitrailleurs arrivèrent bas, canons flamboyants, bombes ricochant, plus de transports coulèrent. Le destroyer Asashio, déjà endommagé, prit plus de bombes et sombra. À la nuit tombée, le 3 mars, les 8 transports et 4 des 8 destroyers avaient été coulés. Environ 3000 soldats et marins japonais étaient morts ou se noyaient. 2700 autres seraient sauvés par les 4 destroyers survivants et par des sous-marins envoyés de Rabaul. Seulement environ 1200 troupes atteindraient finalement l'Aie, beaucoup sans armes ni équipement. Des 6900 troupes embarquées à l'origine, plus de 5700 étaient des victimes. Le convoi avait été anéanti. Les pertes alliées étaient remarquablement légères. Un B-17 Flying Fortress fut abattu. 3 chasseurs P-38 furent perdus au combat. 13 membres d'équipage aérien furent tués. Comparé aux pertes japonaises, c'était à peine une escarmouche. La bataille de la mer de Bismarck, comme elle en vint à être connue, représenta un tournant dans la guerre du Pacifique. Elle démontra de manière concluante que les appareils basés à terre pouvaient détruire un convoi naval lourdement escorté. Elle prouva l'efficacité du skip bombing quand combinée avec une puissance de feu vers l'avant écrasante. Elle valida chaque modification que Gunn avait faite au B-25. Plus important encore, elle convainquit le Japon que le ravitaillement des garnisons par mer dans le Pacifique Sud-Ouest n'était plus réalisable. Jamais plus le Japon n'essaierait un convoi majeur vers la Nouvelle-Guinée. Les forces japonaises là-bas allaient lentement mourir de faim et dépérir alors que les fournitures diminuaient. Le général MacArthur émit un communiqué revendiquant 22 navires coulés, incluant 3 croiseurs et 7 destroyers, et plus de 12 000 troupes tuées. Les chiffres réels étaient plus bas, mais toujours dévastateurs. Les exagérations étaient typiques de la propagande de guerre. Ce qui importait était l'impact stratégique. Kenney avait prouvé que ses concepts fonctionnaient. Le skip bombing était viable, les bombardiers modifiés étaient efficaces, les attaques à basse altitude pouvaient réussir malgré les défenses lourdes. Paul Gunn, regardant depuis l'Australie alors que les rapports arrivaient, dut ressentir une satisfaction sombre. Ces modifications avaient détruit un convoi japonais. Ces appareils avaient tué des milliers de troupes ennemies. Mais sa famille était toujours à Santo Tomas et la guerre était loin d'être terminée. Le succès de la bataille de la mer de Bismarck mena à l'expansion immédiate du programme de modification. Kenney ordonna que tous les B-25 disponibles dans le théâtre soient convertis en configuration mitrailleuse. Gunn travailla encore plus dur, formant des équipages supplémentaires, affinant les techniques, augmentant la production. D'ici mi-1943, la plupart des B-25 dans le Pacifique Sud-Ouest avaient été modifiés. North American Aviation, le fabricant, prit note. Les représentants de la compagnie visitèrent les ateliers de Gunn, examinèrent les modifications et demandèrent des spécifications détaillées. La compagnie voulait incorporer les innovations de Gunn dans la production d'usines. Gunn fut promu major et renvoyé aux États-Unis pour travailler avec North American Aviation dans leurs usines d'Englewood et Kansas City.
Il passa plusieurs mois en 1943 et début 1944, travaillant avec des ingénieurs pour concevoir des versions mitrailleuses produites en usine du B-25. Le résultat fut le B-25G qui montait un canon de 75 mm dans le nez avec 4 mitrailleuses de calibre .50. 405 B-25G furent construits. Le canon de 75 mm tirait un obus de 6,7 kg qui pouvait pénétrer le blindage des navires ou détruire des bunkers. Mais le canon était difficile à charger, nécessitait un membre d'équipage dans le nez et avait une cadence de tir lente. Gunn testa personnellement le B-25G au combat, menant un raid avec le 3e groupe d'attaque contre un destroyer japonais. Il toucha le système de contrôle de tir avec le canon de 75 mm, désactivant la capacité du destroyer à coordonner ses canons. Le navire fut ensuite coulé par des bombes conventionnelles. Gunn insista publiquement qu'il avait coulé le destroyer avec le canon, mais admit en privé que c'étaient les bombes qui avaient fini le travail. Le B-25H suivit le modèle G en production. 1000 B-25H furent construits avec le canon de 75 mm et 14 mitrailleuses de calibre .50 arrangées dans diverses positions. Le modèle H relocalisa la tourelle dorsale vers l'avant et élimina la position de copilote pour économiser du poids avec le navigateur manipulant le chargement du canon. La puissance de feu massive eut un coût. Le B-25H était lourd du nez et difficile à contrôler. Wright Field, le centre de développement de l'Army Air Force, envoya un message à Gunn déclarant que la modification était dangereuse et que les appareils devraient être cloués au sol jusqu'à ce que le problème de centre de gravité soit résolu. La légende dit que Gunn répondit « Mettez le centre de gravité en stockage pour la durée. Nous avons une guerre à mener. » L'histoire peut être apocryphe, mais elle capturait parfaitement l'attitude de Gunn. La perfection technique importait moins que l'efficacité au combat. Les pilotes apprirent à compenser les problèmes de maniement. La variante de production finale, le B-25J, revint à un nez de bombardier conventionnel sur certains appareils, tout en conservant le nez mitrailleur sur d'autres. 4318 B-25J furent reconstruits, le rendant la variante la plus nombreuse. Certains B-25J étaient équipés de 8 canons tirant vers l'avant dans le nez, 4 canons dans des blisters, 2 canons dans la tourelle dorsale et 4 canons dans des positions de hanche. L'armement total pouvait atteindre 18 mitrailleuses de calibre .50, le bombardier le plus lourdement armé de la Seconde Guerre mondiale. La puissance de feu était inutile dans la plupart des situations, mais elle intimidait psychologiquement les forces ennemies. Les troupes japonaises apprirent à craindre le son des moteurs Mitchell. Le rugissement distinctif signifiait que la mort arrivait. Tout au long de 1943 et 1944, les B-25 modifiés dévastèrent les cibles japonaises à travers le Pacifique. En août 1943, les B-25 mitrailleurs attaquèrent les aérodromes japonais à Wewak en Nouvelle-Guinée. Les raids détruisirent 174 appareils au sol, brisant le dos de la puissance aérienne japonaise dans la région. Les raids de Wewak étaient possibles parce que Gunn avait résolu un autre problème, l'autonomie. Les B-25 avaient une autonomie suffisante pour la plupart des missions, mais Wewak était à la limite. Gunn développa une technique utilisant des réservoirs de carburant auxiliaires transportés dans la soute à bombe. Une fois le carburant consommé, les réservoirs étaient largués à travers un trou ouvert dans le plancher. Le système était rudimentaire, avec des vapeurs de carburant imprégnant le fuselage et une brise soufflant à travers l'appareil, mais il étendait l'autonomie de plusieurs centaines de kilomètres. Les raids de Wewak terminèrent la supériorité aérienne japonaise sur la Nouvelle-Guinée et permirent aux forces terrestres alliées d'avancer avec une opposition aérienne minimale. En novembre 1943, les B-25 mitrailleurs attaquèrent le port de Rabaul dans un des raids les plus spectaculaires de la guerre. Le major Raymond Jock Hennebry mena 38 B-25 contre la navigation dans le port lourdement défendu. L'attaque se produisit à hauteur de mât avec des P-38 fournissant la couverture supérieure et des bombes au phosphore créant des écrans de fumée. Sur 38 vaisseaux dans le port, 30 reçurent des coups directs. Un croiseur lourd, 3 destroyers et de nombreux transports et navires de soutien furent coulés ou endommagés. Le raid paralysa Rabaul comme base avancée et démontra que même les positions japonaises les plus fortes étaient vulnérables aux B-25 modifiés.
Dans la campagne des Philippines de 1944, les B-25 mitrailleurs fournirent un appui aérien rapproché pour les forces terrestres, détruisirent les lignes de ravitaillement japonaises et attaquèrent la navigation à travers l'archipel. L'appareil devint connu comme le diable de l'enfer parce que les attaques venaient si vite et si bas que les défenseurs n'avaient pas le temps de réagir. Les B-25 modifiés de Gunn n'étaient pas les seules armes gagnant la guerre du Pacifique, mais elles étaient parmi les plus efficaces. Elles détruisirent des centaines de navires, des milliers d'avions au sol, et tuèrent des dizaines de milliers de troupes ennemies. Elles permirent la stratégie de saut d'île de MacArthur en isolant les garnisons japonaises du ravitaillement. Elles donnèrent aux forces alliées la supériorité aérienne qui rendit les débarquements amphibies possibles. La guerre personnelle de Gunn continua tout au long de cette période. Sa famille resta emprisonnée à Santo Tomas. Des lettres l'atteignirent occasionnellement à travers la Croix-Rouge, mais la communication était sporadique et censurée. Il savait que les conditions dans le camp se détérioraient. Les gardes japonais devinrent plus durs alors que la guerre tournait contre eux. La nourriture devint rare. La maladie se propagea. Gunn ne pouvait rien faire d'autre que combattre plus dur, espérant que chaque mission rapprochait la fin de la guerre. Fin 1944, les forces américaines envahirent Leyte aux Philippines. Gunn était là, volant encore des missions de combat à 45 ans, cherchant encore des moyens de détruire l'ennemi plus efficacement. Une nuit, fin 1944, des bombardiers japonais attaquèrent l'aérodrome de Tacloban sur Leyte. Gunn était au sol quand des bombes au phosphore blanc explosèrent à proximité. Des fragments déchirèrent son épaule, causant des dégâts massifs. La blessure était sévère, rendant son bras droit inutile et causant une douleur atroce. Il fut évacué vers l'Australie pour traitement et passerait des mois en convalescence. La blessure termina les vols de combat de Gunn, mais sa guerre était presque terminée de toute façon. Le 3 février 1945, des éléments de la 1re division de cavalerie, formant une colonne volante, libérèrent le camp d'internement de Santo Tomas à Manille. La cavalerie arriva juste comme les gardes japonais se préparaient à exécuter le leadership du camp. Dans le chaos des combats de rue de Manille, les soldats américains libérèrent plus de 4000 internés. Parmi eux se trouvaient Polly et ses 4 enfants. Ils avaient survécu 3 ans et 14 jours d'internement. La famille était émaciée, traumatisée, mais vivante. Le général MacArthur visita personnellement le camp peu après la libération et rencontra la famille Gunn. Il arrangea qu'ils soient transportés par avion vers l'Australie pour se réunir avec Papy Gunn. La réunion se produisit des semaines après la libération. L'homme qui avait quitté Manille la veille de Noël 1940 et tint finalement sa famille à nouveau, Polly avait maintenu les enfants ensemble à travers des circonstances impossibles. Les garçons, maintenant de jeunes hommes, avaient survécu à la séparation des quartiers masculins et féminins. Les filles avaient enduré des années de privation. Ils étaient ensemble à nouveau, mais ils étaient des personnes différentes de ce qu'ils avaient été. La guerre les avait tous changés. Gunn resta dans l'Army Air Forces après s'être remis de ses blessures. Il fut promu lieutenant-colonel et continua à travailler sur les modifications d'appareils et le développement tactique, bien que ne volant plus au combat. Il prit sa retraite du service militaire le 30 juin 1948 comme colonel à part entière, retraité médicalement à cause de ses blessures. Ses décorations incluaient la Distinguished Flying Cross avec une grappe de feuilles de chêne indiquant une seconde attribution, la Silver Star, la Legion of Merit, l'Air Medal, 9 Purple Hearts et de nombreuses citations d'unité et rubans de campagne. 9 Purple Hearts représentaient 9 occasions séparées où il fut blessé ou blessé au combat. Gunn retourna aux Philippines et rétablit Philippine Airlines. Le pays se reconstruisait après des années d'occupation et la destruction de la libération Gunn aida à restaurer le transport aérien, reconnectant les îles qui avaient été isolées. Il volait encore, prenait encore des risques, poussait encore les limites. Le 11 octobre 1957, 7 jours avant son 58e anniversaire, Gunn pilotait un vol charter quand son appareil rencontra une tempête sévère. L'avion s'écrasa, Paul Irvin, Papy Gunn, mourut, faisant ce qu'il avait fait pendant près de 40 ans, voler. Il fut enterré au cimetière national de Barrancas, à la base aéronavale de Pensacola, Floride, où il avait autrefois été instructeur.
Son héritage vécut sous de multiples formes. Les modifications de B-25 mitrailleurs qu'il pionnait restèrent standards tout au long de la guerre. Environ 9890 B-25 Mitchell furent construits et des milliers furent configurés comme mitrailleurs basés sur les designs de Gunn. La technique de skip bombing qui l'aida à perfectionner détruisit des centaines de navires japonais et contribua significativement à la victoire alliée dans le Pacifique. Gunn démontra que l'innovation pouvait venir de n'importe où, même de modifications faites par un père en deuil dans un hangar de maintenance. La bureaucratie militaire officielle voulait combattre la Seconde Guerre mondiale avec des armes existantes et des tactiques approuvées. Gunn montra que des circonstances désespérées nécessitaient des innovations désespérées. La bataille de la mer de Bismarck devint une étude de cas dans les académies militaires mondiales. La combinaison du renseignement, de la coordination, des nouvelles armes et des nouvelles tactiques atteignit une victoire complète à un coût minimal. Elle démontra ce que la puissance aérienne pouvait accomplir contre les forces navales quand correctement employées. 8 transports détruits, 4 destroyers coulés, plus de 5000 victimes, tout cela pour la perte de 4 appareils alliés. Les mathématiques étaient simples et brutales. On ne pouvait pas survivre dans un environnement où l'ennemi contrôlait les airs. Chaque navire coulé dans la mer de Bismarck représentait des douzaines de missions qui ne seraient jamais volées, des centaines de troupes qui ne combattraient jamais, des milliers de cartouches qui ne seraient jamais tirées. Détruire les fournitures avant qu'elles n'atteignent le champ de bataille était la forme de guerre la plus efficace. Le B-25 modifié devint le système d'armes qui rendit cela possible. Il pouvait parcourir des centaines de kilomètres pour trouver des navires, supprimer leur défense avec une puissance de feu écrasante, les détruire avec des attaques de skip bombing et retourner à la base pour une autre mission. Un B-25 mitrailleur pouvait accomplir ce qui nécessitait auparavant des attaques coordonnées par de multiples types d'appareils. Le Japon a pris la leçon trop tard. Après le désastre de la mer de Bismarck, les commandants japonais surent qu'ils ne pouvaient plus déplacer de grands convois en journée à portée des bases aériennes alliées. Ils passèrent au mouvement nocturne, utilisèrent des sous-marins pour les fournitures critiques et comptèrent de plus en plus sur le trafic de barges qui pouvaient se cacher dans les eaux côtières pendant la journée. Ces mesures réduisirent mais n'éliminèrent pas les pertes. Les B-25 mitrailleurs chassèrent les barges avec la même efficacité qu'ils chassaient les navires. Les B-25 volant de nuit, équipés de radars, trouvèrent des convois dans l'obscurité. Il n'y avait pas de moment sûr, pas de méthode sûre, pas d'endroit sûr pour la logistique japonaise dans le Pacifique Sud-Ouest. L'étranglement se resserra mois après mois jusqu'à ce que les garnisons japonaises soient effectivement isolées. En Nouvelle-Guinée, aux Philippines, à travers les îles du Pacifique, les troupes japonaises combattirent avec des fournitures diminuantes et aucun espoir de renfort. Elles étaient courageuses, tenaces et condamnées. La supériorité aérienne, atteinte par des armes comme le B-25 modifié, rendit leur courage irrelevant. D'ici 1945, le B-25 modifié était devenu l'arme anti-navire standard dans le Pacifique. L'appareil évolua avec les variantes B-25G, H et J incorporant des armements de plus en plus lourds. Mais le concept basique resta l'innovation originale de Gunn. Un bombardier moyen converti en plateforme de canon volante qui pouvait supprimer les défenses et délivrer des attaques dévastatrices à altitude minimale. Quand la guerre se termina en août 1945, les B-25 modifiés volaient encore des missions de combat. Ils étaient parmi les appareils qui escortèrent la délégation de reddition japonaise du Japon à Manille mi-août. Il était approprié que l'appareil qui avait tant fait pour vaincre le Japon soit témoin de sa reddition. L'analyse d'après-guerre par des historiens américains et japonais confirma la signification des innovations de Gunn. Les officiers navals japonais déclarèrent qu'après la bataille de la mer de Bismarck, ils savaient qu'ils ne pouvaient pas opérer en sécurité dans les eaux à portée des bases aériennes alliées. L'impact psychologique était aussi important que la destruction physique. Les commandants de convoi savaient que des bombardiers volant bas pouvaient apparaître sans avertissement et détruire des formations entières avant que les défenses puissent répondre. Les B-25 modifiés avaient créé un nouveau type de guerre où les bombardiers moyens chassaient les navires avec l'efficacité des sous-marins et la puissance de feu des croiseurs. Les implications s'étendirent au-delà de la guerre du Pacifique.
Les forces aériennes d'après-guerre dans le monde entier étudièrent les leçons du skip bombing et de l'armement tirant vers l'avant, le concept de la canonnière volante. Un appareil conçu principalement pour l'attaque au canon plutôt que le bombardement, devint standard dans de nombreuses forces aériennes. Les canonnières AC-47, AC-119 et AC-130 utilisées au Vietnam et dans les conflits subséquents étaient des descendants conceptuels des B-25 modifiés de Gunn. Des 9890 B-25 construits pendant la Seconde Guerre mondiale, plus de 100 survivent aujourd'hui, la plupart aux États-Unis. Beaucoup sont maintenus en état de vol, apparaissant dans des meetings aériens où les foules s'émerveillent de leur taille, leur son et leur histoire. Le rugissement distinctif des moteurs Wright Air 2006 est inoubliable. La vue d'un B-25 virant bas au-dessus d'un aérodrome, comme il le faisait au-dessus des navires japonais, rappelle aux observateurs ce que ces appareils accomplirent. Plusieurs B-25 volants sont configurés comme mitrailleurs, avec des canons tirant vers l'avant dans le nez. Quand ces canons sont tirés pendant des démonstrations utilisant des munitions à blanc, le son est écrasant. L'explosion de bouche est visible. L'appareil tremble du recul. Regarder une démonstration de B-25 mitrailleurs donne aux spectateurs un aperçu de ce que les marins japonais expérimentèrent dans les secondes finales avant que leur navire ne soit détruit. Des musées dans le monde entier exposent des B-25 dans diverses configurations. Le National Museum of the United States Air Force à Dayton, Ohio, a de multiples exemples. Le National Naval Aviation Museum à Pensacola, Floride, où Gunn instruisit autrefois, expose un B-25. Le Smithsonian National Air and Space Museum préserve l'histoire. Chaque appareil raconte l'histoire de l'innovation, du désespoir et de la victoire. En 1959, le général George Kenney publia The Saga of Pappy Gunn, une biographie de l'homme dont les innovations avaient changé la guerre. Kenney, alors retraité, voulait s'assurer que les contributions de Gunn n'étaient pas oubliées. Le livre détailla les modifications de Gunn, ses missions de combat et sa guerre personnelle pour libérer sa famille. Kenney écrivit que Gunn était une des personnes les plus importantes de la guerre du Pacifique. Un homme dont les actions non autorisées avaient sauvé des milliers de vies alliées et raccourci la guerre. Nathaniel Gunn, le plus jeune fils de Pappy, écrivit aussi sur l'histoire de son père. Ses livres fournirent la perspective de la famille, décrivant la vie à Santo Tomas et la longue attente de la libération. L'histoire de la famille Gunn devint un exemple du coût humain de la guerre et de la force requise pour endurer. En 1975, l'United States Air Force honora Gunn à titre posthume en nommant une installation d'entraînement d'après lui. La reconnaissance était tardive, mais sincère Gunn n'avait jamais cherché la gloire. Il avait cherché l'efficacité. L'histoire de comment les modifications non autorisées d'un ingénieur créèrent un système d'armes dévastateur reste pertinente. Gunn refusa d'accepter l'emprisonnement de sa famille comme inévitable. Il refusa d'accepter que les armes existantes étaient adéquates. Il refusa d'accepter les règlements qui empêchaient l'innovation. Ce refus, combiné avec la compétence technique et le soutien de Kenney, produisit des modifications qui changèrent la guerre. Le B-25 mitrailleur détruisit des centaines de navires japonais, tua des milliers de troupes ennemies et contribua significativement à la victoire alliée dans le Pacifique. L'innovation peut venir de sources inattendues et réussir à travers des méthodes non orthodoxes. Le B-25 modifié n'était pas l'arme qui gagna la Seconde Guerre mondiale. Cette victoire nécessita des contributions de millions de personnes utilisant des milliers d'armes sur 4 ans de conflit global. Mais le B-25 modifié atteignit des effets disproportionnés à ses nombres. L'appareil représenta ce qui était possible quand la nécessité rencontrait l'opportunité, quand la motivation personnelle s'alignait avec les exigences militaires, quand un homme décida que l'échec était inacceptable. L'arme était née dans un hangar de maintenance du désespoir. Elle vola au combat à hauteur de mât, canons flamboyants, bombes ricochant sur l'eau pour s'écraser contre les coques et exploser sous la ligne de flottaison. Elle détruisit les espoirs japonais de ravitailler leurs forces. Elle raccourcit la guerre. Elle sauva des vies alliées et elle libéra une famille de 3 ans d'emprisonnement, ce qui était le but depuis le début.